Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie. Allô? Cette fois-ci, je me suis rappelé qu'est-ce qu'on faisait. Oui, on vient juste d'enregistrer un épisode, puis vous l'avez sûrement écouté. Le dernier épisode. C'est le d'il y a 2 semaines. Ouais, puis Hélène, elle a... Bienvenue à... Qu'est-ce qu'on fait, non? On fait quoi? Ouais. Elle dit, on fait quoi? Un livre? Un café? On s'en est rappelé aujourd'hui, mais on est la même journée qu'il y a 2 semaines. Fait que là, j'ai de la pratique, on vient d'en enregistrer un. Voilà. Et là, c'est un peu mêlant parce que d'habitude, on enregistre toujours mon épisode en premier, puis après, c'est celui d'Hélène. Et là, on a fait le contraire. Et là, je viens d'écouter l'épisode d'il y a 2 semaines que vous avez déjà écouté sur Cathy Gauthier qui a tué ses 3 enfants. Et voilà, je veux juste expliquer dans quel état d'esprit on est en ce moment. Un état d'esprit un peu déprimé. Un peu déprimé. Et je te raconte un autre drame familial. Super, pour nous déprimer encore plus. Voilà. C'est ça qu'on a choisi de faire dans la vie. C'est ça. Jim Allen, tantôt, il dit bon choix de carrière, les filles. Parce qu'on était super déprimés. Écoute. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Alain Piché, qui nous a été suggérée par Marie-Hélène, qui est venue nous voir. Allô, Marie-Hélène. Allô. Quand on a fait le live à Trois-Rivières au Musée Pop. Oui. Et c'est un cas de Trois-Rivières, justement. Et elle nous a écrit... je peux pas te lire son message au complet. Je vais te lire le reste. Je vais te lire la première partie du message qu'elle nous a écrit. OK. Je te lirai le reste à la fin. OK, parce qu'elle dévoile un punch. Okay. Donc, elle dit « Allô les filles, c'est par soirée au Musée Pop en votre compagnie. Merci encore. Je suis la fille un peu étrange qui se souvient des histoires de Congélo, qui vous a garoché le cas d'Alain Piché de Trois-Rivières, secteur Cap, avant les fameuses fusions de villes. » Et voilà, là, elle dit un potin là-dessus. Et que je vais vous raconter l'histoire et je vais vous lire son potin à la fin. D'accord. Parce que c'est, voilà, une histoire assez troublante. De congélateur, encore une fois. OK. Oui, parce qu'à Trois-Rivières, le show qu'on a fait au Musée Pop, mon histoire contenait un congélateur aussi. Qui contenait un corps. Un corps, oui. Voilà. Ouais. Same here. OK. OK, donc, on est en 1969. Lucie Fournier, une jeune femme de Matane, quitte sa région pour s'installer à Montréal parce qu'elle veut se trouver un emploi comme enseignante. Rendue dans la grande ville, elle rencontre un homme qui partage sa foi et sa passion pour la pratique religieuse. Okay. Il s'appelle Gaétan Piché, qui est un bibliothécaire, apparemment. Un homme plutôt discret. Et là, c'est le coup de foudre. Et là, on est en 69, donc ça va assez vite. Ils se marient l'année qui suit. Ils se marient la même année, en fait, puis ils s'installent ensemble dans un appartement sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Juste l'année d'après, en 70, Lucie a donné naissance à un bébé garçon qui s'appelle Alain. Le titre s'appelle Alain Piché. La même année, ils décident de quitter Montréal, puis ils s'en vont s'établir dans une petite maison blanche sur la rue Milo, à Cap-de-la-Madeleine. C'est où ça? J'ai écrit pour info. Cap-de-la-Madeleine, c'était une ville avant, mais là, depuis 2002, ça a été fusionné à Trois-Rivières. Fait que c'est maintenant un secteur Cap-de-la-Madeleine. Okay. Ça s'appelle. Donc, dans leur nouvelle maison, les Pichés, ils mènent une petite vie tranquille, super discrète. Ils parlent pas vraiment à leurs voisins. Ils sortent très rarement. Ils passent pas mal inaperçus. Mais après plusieurs années, les voisins ils commencent à remarquer que les Pichés, sont pas juste discrets. Ils ont aussi des comportements un peu étranges. OK. Dans l'émission Un tueur si proche, qui est une de mes sources... j'ai pas nommé mes sources, mais en tout cas. Je l'ai dit à la fin. Il y a un voisin qui... parle de son voisin, Gaétan Piché. Et il dit qu'il y avait une vingtaine de plants de rhubarbe dans son jardin, dans sa cour. Puis que des fois, il voyait laver les plants de rhubarbe. Puis il parlait à ces plants de rhubarbe. Puis il disait genre, vous avez bien fait ça cette nuit, continuez comme ça, je vais continuer à prendre soin de vous. En lavant les feuilles, chaque feuille de ces plants de rhubarbe. C'est genre, tu sais, les livres de Monsieur Madame, là? Et genre, Monsieur Tatillon. Monsieur Tatillon, il lave ses pétales de fleurs. C'est ça, genre, Monsieur Tatillon, c'est lui. C'est pas drôle. Dis-moi que t'as des enfants, ça me dit que... Il y a aussi une voisine dans Un tueur si proche qui raconte qu'elle a jamais vu, même pas une fois, le petit Alain jouer dehors. Tu sais, il savait qu'il y avait un fils, mais ils l'ont jamais vu jouer dehors. Je l'ai jamais vu avec un ballon, je l'ai jamais vu avec des amis. Elle dit que les rideaux de la maison des Pichés sont
toujours fermés 24 heures sur 24 et qui n'ont jamais, au grand jamais, reçu de visite. C'est sûr qu'il ne pouvait pas jouer dehors puis lancer le ballon pour pas détruire les feuilles de rhubarbe. Il ne faudrait pas les brusquer. Non, c'est ça. Ce que les voisins ne savent pas, c'est que Gaétan Piché, le père de la famille, il est atteint de schizophrénie paranoïde. Donc, j'en ai déjà parlé quelques fois, la schizophrénie. Fait que les feuilles de rhubarbe lui répondaient, dans le fond. C'est pas ce genre de schizophrénie. Non, OK. J'en ai déjà un peu parlé, la schizophrénie, mais je te redonne un petit cours 101. Ah oui, non. Donc, la schizophrénie, en général, c'est un trouble mental qui affecte la pensée, les émotions et le comportement. Ça peut causer des hallucinations, des délires, puis des comportements qu'on dit désorganisés. Lui, il a une schizophrénie paranoïde. C'est un type de schizophrénie, donc il y a plusieurs types de schizophrénie. Donc, la paranoïde, c'est de l'extérieur, la personne a l'air normale, dite normale, mais à l'intérieur, elle peut avoir des idées délirantes qui prennent un peu le dessus sur ses relations puis sur sa vie en général. Mais vu qu'elle vit ça de l'intérieur, ça fait que ça rend la maladie ou le trouble vraiment plus difficile à détecter parce qu'à l'extérieur, elle a l'air normale. D'ailleurs, dans les autres types de schizophrénie, il y a aussi catatonique qui affecte le mouvement. Ah, OK. Que j'ai fait le cas de Vince Lee. Dans le livre. Qui parle de ça parce que lui, il était atteint de schizophrénie catatonique. Et qui, ça, affecte ton mouvement affectif. Mettons, tu peux rester dans une position comme gelée pendant des heures. Oui, genre, il était resté sur un banc de parc pendant vraiment longtemps, me semble. Oui, pendant un nuit complet. Oui, des choses comme ça. Okay. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on plug le livre, mais il y a des... c'est juste que c'est des références à des cas qu'on a déjà fait. Puis ça, c'est la schizophrénie. Donc, voilà. Puis aussi parce qu'il est vraiment bon notre livre, puis on veut que vous l'achetiez. Il y a ça aussi. Ouais. On vend dans toutes les livres. C'est quand même ça. On est fiers, OK? Mais oui. Donc, Gaétan Piché, le papa, est atteint de schizophrénie paranoïde, mais il est médicamenté. Il a été diagnostiqué, médicamenté, suivi régulièrement. La médication, dans ce cas-là, est vraiment essentielle pour stabiliser l'état mental. Ça réduit aussi les risques, puis ça permet d'avoir une vie un peu plus normale. Sans traitement, les délires puis la méfiance, ils peuvent rapidement prendre le dessus. Il faut quand même savoir que dans le cas de Gaétan, ça y arrive relativement souvent d'être irrité pour des raisons un peu banales, puis il se fâche vraiment rapidement, malgré la médication puis le suivi. Le petit Alain grandit. Puis, au fil des années, ses parents se rendent compte qu'il commence lui aussi à présenter des petits signes de schizophrénie ici et là. Entre autres, lui aussi a des excès de colère inexpliqués, comme son père. OK. Et Lucie, elle décide de pas faire évaluer son fils par peur du diagnostic, j'imagine. Ouais, tu veux comme tu le sais, mais tu veux pas le savoir officiellement. Exactement. Je me dis, comme n'importe quel parent qui n'est pas préparé à accepter que son enfant a une maladie grave. Ouais. Je veux dire, je peux comprendre. Tu te mets un peu la tête dans le sable, tu te dis non, c'est pas ça. On ferait toute la même affaire, on s'entend. Ben, ça peut être génétique, hein, la schizophrénie? C'est une excellente question, je ne sais pas. Okay. Je peux googler. La schizophrénie est héréditaire et semble avoir une composante génétique. Bon. Donc, oui. Oui. Voilà. Selon nos recherches selon ma recherche en Google. 5 secondes. Ouais. Oui, voilà. Donc, au début des années 90, Alain, le fils, entre à l'université en comptabilité. Et comme on peut se l'imaginer un petit peu, il est solitaire, il ne s'intègre pas vraiment aux autres étudiants. Ben, pas du tout, en fait. Il étudie sans arrêt, puis il excelle dans tous les cours. Pendant son bac, il continue d'habiter chez ses parents, mais à la maison, ça commence à brasser un peu. OK. Lucie, elle vit avec 2 hommes qui ont des comportements de plus en plus agressifs. Probablement sûrement qu'à ce point-là, elle se doute qu'Alain souffre aussi de schizophrénie paranoïde, mais elle veut pas se l'avouer. Mais en tout cas, bref, elle habite avec 2 hommes qui ont des comportements super agressifs. L'atmosphère est super tendue, mais Lucie, elle sait comme pas quoi faire. Elle veut comme pas perdre son fils, son mari. Elle veut pas le faire diagnostiquer, elle est comme un peu pris. Et là, Alain décide de poser un ultimatum à sa mère. Il demande de choisir entre son père et lui qui va rester à la maison. OK. Son fils qui demande ça. Ouais. Et là,
Lucie et Gaétan, ils discutent longuement de la situation, puis ils prennent la décision que c'est mieux pour Gaétan de quitter la maison familiale. OK. Puis que Alain reste avec Lucie à la maison. Donc, Gaétan, il s'en va vivre dans un centre spécialisé, comme une résidence, où ils peuvent gérer la schizophrénie. OK. Parce qu'il se dit, tu sais, écoute, moi, je m'en viens un peu plus vieux, Mhm. je vais pouvoir être suivi, je vais être contrôlé. Voilà. OK. Donc, Gaétan déménage dans une résidence pas trop loin de la maison, où il peut téléphoner à sa femme à tous les jours, puis il les visite tous les week-ends. OK. Donc, Lucie et Alain continuent d'habiter ensemble sur la rue Millau. Alain obtient son diplôme en comptabilité à l'université et il se trouve un emploi comme vérificateur comptable dans une entreprise. Encore une fois, au travail, même chose qu'à l'université, Alain est super solitaire. Il évite pas mal tous les contacts sociaux. Il y a une collègue qui a dit que dans un tueur si proche, il y a une ou deux collègues, je pense, qui témoignent de comment il était au travail. Il y a une de ses collègues qui dit qu'il était reconnu comme une ressource vraiment fiable dans le domaine de la comptabilité parce que c'était toujours le premier au courant des changements dans les lois. Elle dit, mettons, j'ai l'impression que dès qu'il y avait quelque chose en comptabilité, ça change souvent. Elle dit, dès qu'il y a quelque chose qui changeait dans les lois ou ces trucs-là, elle dit, dès le lendemain, il avait genre lu des documents de plusieurs pages puis il savait déjà toutes les informations. C'était comme un nerd de comptabilité. Exactement. Fait que... il est comme devenu un peu la référence et ses collègues, ils allaient le voir. T'es comme, OK, peux-tu me dire telle affaire? Puis elle dit, dans le documentaire, elle dit qu'il allait vraiment loin. Genre, il était capable de dire article 10, alinéa 2. Genre, il était capable de... OK. Donc, il vient comme un peu la référence dans ce domaine-là, dans les questions techniques. Ce qui, d'après moi, ne devait pas faire trop son bonheur si son plan, c'est d'éviter les interactions sociales. Mais en même temps, si peut-être que il se valorisait avec ça, tu sais, qu'il était au moins il était capable peut-être. De savoir ça. Je sais pas. Peut-être. Les gens venaient pour avoir de l'aide. Je sais pas. Donc, on dit qu'au travail, il effectue un travail irréprochable, toujours impeccable. Mais les collègues d'Alain, ils commencent aussi à remarquer après un petit bout de temps qu'il y a des comportements étranges. Et il est parfois aussi sujet de moquerie au bureau. Apparemment, qu'à l'heure du dîner, on rit de lui parce que sa maman fait clairement ses lunchs. T'sais, la collègue dans le documentaire a dit, mettons, sa pomme était toute lavée puis elle était dans un sac Ziploc. C'est pas des gens... c'est pas lui qui fait fait ça. C'est un truc de maman. Là. Ah ouais. Ouais, j'avoue qu'il fait un peu Tanguy, là. Genre, il reste à la maison tard dans la vingtaine, mettons. Ah ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que, tu sais, quand il est sujet de moquerie, il se rend compte que c'est facile de faire fâcher Alain. Puis qu'il y a beaucoup de sauts d'humeur, puis il y a des montées de colère imprévisibles. T'sais. Il commence à se tenir un peu plus loin. À la maison, ça devient aussi de plus en plus difficile. Lucie, elle craint maintenant les colères de son fils parce qu'Alain exerce un certain pouvoir sur sa mère, puis il aime la contrôler beaucoup. Il va même jusqu'à apparemment lui interdire de manger certains aliments. Okay. Dans le documentaire, elle dit qu'elle veut faire l'épicerie, puis c'est lui qui choisit exactement les aliments, puis que si elle déroge de cette liste-là, il va se fâcher. OK, mon Dieu, c'est intense. C'est dans les petits détails. Ça a l'air contrôlant, l'atmosphère. Et j'imagine que Lucie en discute avec Gaétan, le père d'Alain, puis finalement, il décide de le faire évaluer. Sûrement qu'elle se dit, là, il faut un diagnostic, il faut qu'il soit médicamenté. Donc, c'est à l'âge de 32 ans qu'Alain est officiellement diagnostiqué, lui aussi, avec une schizophrénie paranoïde, donc exactement comme son père. Tu sais, Lucie est d'un côté un peu triste parce que son fils, il a le même trouble mental que son mari, mais d'un autre côté, elle doit être soulagée qu'il soit médicamenté. Oui, médicamenté, suivi, diagnostiqué, c'est ça, oui. Exact. Elle se dit ses comportements agressifs vont enfin cesser ou du moins stabiliser, tu sais. On espère un monde meilleur. Mais j'imagine que pas vraiment, sinon tu serais pas en train de me raconter leur histoire. Voilà. Cependant, Alain n'accepte pas vraiment son diagnostic. Il prend comme pas sa médication comme il faut. Peut-être pas de la bonne quantité ou pas tous les jours. Bref, résultat, ses comportements étranges et agressifs continuent et augmentent. Et tu sais, tantôt, je parlais des idées de la méfiance. Ouais. Là, il commence à se méfier de tout le monde. OK, il devient parano. Un peu parano, ouais. Tout le monde est contre lui.
Au travail, à un moment donné, on l'affecte à un dossier important chez un client, mais il doit rapidement en être retiré parce qu'il se plaint constamment au client en lui disant qu'il fournit des faux chiffres. Ce qui est vraiment pas le cas. Moi, j'engage une firme de comptabilité, tu sais. Je vais pas te donner des faux chiffres, ça. Non, c'est ça. Bref, il y a des plaintes qui se sont faites. Ça s'en va à ses supérieurs. Les supérieurs le rencontrent. Ça va pas. Au bureau, Alain, il parle plus à personne. Il dit que tout le monde est là pour l'humilier. Tout le monde le déteste. Il parle plus à personne. Il regarde toujours par-dessus son épaule. Il se déplace comme avec un air méfiant. T'sais. Il se dit... Il a peur que quelqu'un le suive. Il a peur que les gens lui veuillent du mal. Ses collègues, ils ont arrêté de se moquer de lui parce que là, ils ont peur de lui à ce stade-là. En 2004, après de nombreuses plaintes à son sujet, Alain décide de prendre une semaine de vacances. Il part en vacances, mais ils ne le reverront jamais. Oh, okay. Il est juste jamais revenu. Dans le fond, c'était une démission. Mais il l'a juste dit à personne. Okay. Donc, ce genre de démission pas annoncée, I guess. Donc, maintenant sans emploi, Alain est à la maison à temps plein. C'est pas bon, ça. Au grand désespoir de sa mère. Il diminue probablement lui-même sa médication. Il devient violent avec Lucie. Il s'en va même jusqu'à la frapper. Oh. Ça arrive plusieurs fois. Après plusieurs fois qu'elle ait reçu des coups, je ne sais pas combien de fois exactement, mais Lucie, elle décide d'appeler la police. Et là, lorsque les policiers arrivent, elle change d'idée parce qu'elle se dit... Il demande sûrement, voulez-vous porter plainte? Ouais. Et là, elle a dit, non, je ne vais pas porter plainte contre mon propre fils. Ton cœur de maman veut toujours protéger ton fils. Déjà, on sait que genre porter plainte contre son conjoint, c'est vraiment difficile, mais contre ton fils, ça doit être encore pire. Ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Oh mon Dieu. Donc, j'imagine, je sais pas exactement comment ça marche, mais quand tu portes pas plainte, les policiers peuvent rien faire. Non, c'est ça. Donc, ils quittent. Et après ça, là, ça continue de s'empirer. Alain, il continue de frapper sa mère. Il la menace même de la tuer. Effrayée, elle appelle une deuxième fois la police. Cette fois-ci, les policiers, ils savent à qui ils ont affaire, à quelle situation ils ont affaire, sont déjà allés. Donc, ils se pointent avec des ambulanciers. Okay. Et ils apportent Alain à l'hôpital, parce qu'ils se disent sûrement, on va faire une évaluation psychiatrique, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, Alain rencontre un psychiatre. Mais encore une fois, Lucie, elle change d'idée. Et elle rassure le psychiatre, les policiers, peu importe qui est là. Elle dit que c'est une erreur, que son fils va très bien, qu'il est déjà diagnostiqué, qu'il est médicamenté, ça ne se reproduira plus, blablabla. Donc, elle ne porte pas plainte encore une fois et elle ramène Alain à la maison. Évidemment, comme on peut se le douter, de retour à la maison, c'est loin de s'améliorer. Alain, là, à ce point-là, il arrête complètement de prendre sa médication. Donc, ces épisodes de paranoïaque continuent, prennent de l'ampleur, et là, il se met à avoir des idées délirantes. Entre autres, il reçoit une mission divine. Ça, c'est jamais bon. Non. Comme Vince Lee dans le livre. Dans le livre. Il a été choisi... J'ai de la misère à dire. Il a été, sans rigoler, mais il a été choisi par Jésus comme étant l'élu. Sa mission. Il doit sauver l'âme de 50 000 membres d'une communauté qui habite dans le sud de la France. OK. C'est précis. Mais là, vu qu'il est Canadien, avant de pouvoir sauver une communauté française, il doit se défaire de tous ses liens avec le Canada. C'est-à-dire sa famille. Le soir du mardi 20 mars 2007, Alain est à la maison avec sa maman, qui s'apprête à prendre sa douche. Alain est en plein épisode psychotique. Il doit absolument se débarrasser de sa maman. Il entre dans la salle de bain. Il a une hache rouge à la main. Oh mon Dieu. Il s'approche lentement d'un bain-douche. L'eau est en train de couler. Lucie n'est pas encore dans la douche, elle est en train de se déshabiller. D'un coup sec, Alain s'approche de sa mère, la frappe 18 fois à la tête et au cou avec la hache. La pauvre femme de 70 ans s'effondre sans vie.
Alain se rend dans la cuisine, puis il s'empare d'un gros couteau. Parce qu'il s'est passé. C'est pas fini. Il revient dans la salle de bain, puis il commence à décapiter le corps de sa mère. Oh mon Dieu. Il lui coupe d'abord la tête, puis les membres. Il descend ensuite au sous-sol, où il y a un gros congélateur. Il y a de la bouffe dedans. Donc, il l'ouvre, vide le congélateur de son contenu, met la bouffe par terre, remonte à la salle de bain, enroule le corps ou ce qui reste du corps de sa pauvre mère dans la couverture, et puis il redescend au sous-sol. Il place le tout dans le congélateur. Puis, il met les vêtements de sa mère dans un sac qu'il laisse par terre à côté du tas de nourriture en train de décongeler. Ouais. Et là, il remonte, puis il va laver la salle de bain de fond en comble. Et à quel point tu dois pas être là Épisode pour faire ça à ta psychotique. mère? Comme, tu sais, c'est sûr qu'il aimait sa mère là, aussi. Mon Dieu. C'est pas fini. OK. Là, il y a personne d'autre dans la maison, là? Non. Le lendemain, Gaétan, papa, appelle à la maison pour parler à sa femme. Et là, comme il le fait à tous les jours. Mais après plusieurs appels, aucune réponse. Puis là, il s'inquiète parce que de un, Lucie, elle n'a pas l'habitude de quitter la maison. Elle est toujours à la maison. Et de deux, elle retourne. Si jamais elle n'est pas à la maison, elle retourne toujours ses appels. Fait que là, il s'inquiète directement. Il appelle la police. Sûrement que, tu sais, il sait que son gars, il va pas bien. Ouais, Il sait c'est quoi des épisodes de psychose. Ouais. Si sa femme ne répond pas, c'est sûr qu'il s'inquiète directement. Mais oui. Donc là, il appelle la police, puis il insiste pour qu'il se rende à la maison pour s'assurer que tout va bien, parce que lui, il est à la résidence. Donc là, il y a un policier qui se rend sur la maison sur la rue Milo, et il voit qu'il y a 2 voitures dans l'entrée, mais il cogne plusieurs fois, pas de réponse. Mais là, c'est une police, sans mandat. Ouais, il peut pas tu peux rentrer rien faire de même. plus. Sauf s'il sait qu'il y a une personne en danger dans la maison. Là, je pense qu'il aurait le droit, mais Je pense que même là, il faut que la porte soit ouverte. Non, s'il y a une personne... En tout cas, policier, si elle l'entend, avocat, vous nous confirmerez, mais s'il est sûr qu'il y a une personne en détresse dans la maison... Même s'il l'entend pas? Ben, s'il le sait, mettons. Ouais. Si quelqu'un a dit il y a une femme en train de mourir dans la maison, je pense que c'est genre... Ah, peut-être. Probable cause, là. Ouais. Mais si, mettons, Gaétan, il l'avait appelé puis il avait dit « Je pense que ma femme, mettons, est en train de se faire tuer dans ma maison. » Ouais. Là, je Est-ce sais qu'il pas. avait le droit de rentrer? Ça, je sais pas. Je pense que... Aidez-nous. Donc, bref, lui, dans cette situation-là, dans cette situation-là, sans mandat, il peut rien faire de plus, alors il quitte, téléphone à Gaétan, il explique la situation, dit « J'ai rien vu d'anormal, les 2 voitures sont là. » Gaétan, lui, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche, pas du tout rassuré, donc il se dit « Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe moi-même. » Et là, on est un mercredi. On est mercredi. Il quitte la résidence dans l'après-midi du mercredi 21 mars. Une ride d'autobus plus tard, Gaétan arrive à la maison familiale et là, il rentre, parce que lui, il a le droit de rentrer chez eux. Oui. Et là, il voit Alain qui sort de la salle de bain. OK. Fait qu'il était là. Il demande « T'es où ta mère? » Mais Alain, il fait comme s'il l'entendait pas. Puis, il descend au sous-sol. Fait que le Gaétan, il fait le tour de l'étage, toujours à la recherche de sa femme. Il est loin de se douter qu'il est en morceaux dans le congélateur. Gaétan entend Alain remonter l'escalier, fait que là, il va à sa rencontre, puis il leur demande encore « où ta mère? Qu'est-ce qui se passe? » Mais là, encore là, il répond pas. Puis là, il voit que son fils a une hache à la main. Oh, shit. Alain il se jette sur son père. Là, il commence à se battre. Gaétan, il essaie de se défendre. Il a 72 ans. Il a de la misère à se contre défendre. un homme de 35 ans. Donc là, malheureusement, Alain prend le dessus, réussit à frapper son père à coups de hache de nombreuses fois. On ne sait pas combien de fois exactement. Donc, Gaétan Piché, 72 ans, gît sans vie dans une mare de sang sur le sol de sa propre maison. Oh my God. Alain déshabille son père, lui prend son portefeuille et son joint de mariage. Fouille-moi pourquoi. Yeah. Et copier-coller, va chercher un couteau, commence à décapiter le corps de son père. Il est découpé. Ouais. Pour une deuxième fois, il enveloppe le corps, il descend au sous-sol, ouvre le congélateur, puis il place le corps de son père par-dessus le corps de sa mère qui est déjà là.
depuis 24 heures. Mais ça va pas bien. Il place ensuite le sac de vêtements rempli de sang, encore une fois, à côté de la pile de bouffe décongelée. Genre, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais ça devait pas sentir bon. Non. À côté du sac qui contient les vêtements de Lucie, jette les couvertures par terre. Elle remonte et encore une fois, il fait le ménage. Apparemment que le lendemain, Alain sera au magasin puis il achète 2 poignées de portes qui se verrouillent. Puis il change les portes de la salle de bain et du sous-sol à la maison pour des portes qui se verrouillent. Dans un petit heure si proche, on voit la facture puis les emballages des poignées de portes. Parce qu'il veut pouvoir se cacher dans la salle de bain, genre? Oui, il veut que personne rentre. Oui, c'est ça. Je sais pas. Donc là, après 24 heures sans nouvelles de Gaétan, les membres du personnel de la résidence où il habite, ils s'inquiètent un peu, tu sais. Ça fait plusieurs années que Gaétan habite avec eux et ils savent qu'il ne quitte jamais les lieux en plein milieu de la semaine. Il va toujours visiter sa famille le week-end et il découche jamais. Puis là, ça fait 24 heures qu'il est parti un mercredi. Il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, la disparition de Gaétan est rapportée à la police le matin du jeudi 22 mars. Et j'ose croire qu'à cause des appels qui ont déjà été faits par Lucie, par Gaétan, à cette adresse-là, ils niaisent pas. Fait que là, il y a 2 policiers qui se rendent immédiatement sur les lieux parce qu'ils savent que là, Lucie et Gaétan n'ont pas été vus depuis quelques jours. Gaétan avait appelé pour Lucie, puis là, la résidence s'appelle pour Gaétan. Ouais, il y a déjà 2 appels qui ont été faits. Bonne raison de s'inquiéter. s'inquiéter. Ils savent qu'il y a un schizophrène, tu sais. Donc là, ils se rendent à la maison. Personne ne répond à la porte. Mais là, j'imagine que je sais pas pourquoi, mais avec les 2 disparitions, ce qu'ils savent sur la famille, les 2 voitures qui sont dans l'entrée qui n'ont pas bougé, ils se doutent qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis là, ils appellent un serrurier qui réussit à ouvrir la porte de la maison. OK. Je sais pas dans quel cas ils ont le droit de faire ça. C'est comme ça, tu là, disais. c'est ça. Je pense que là, il y avait de bonnes raisons de croire que quelqu'un était en danger. Donc là, ils font tout ça et ils entrent. Et là, ils commencent à faire le tour des lieux. Et Alain, qui dormait dans sa chambre, il sort de sa chambre, puis là, il est comme surpris de voir 2 policiers dans son salon. Et là, il leur demande, tu sais, sont où tes parents, t'es as-tu vu? Il pose sûrement des questions normales. Et comme on peut se l'imaginer, Alain, je les ai pas vus, je sais pas de quoi vous parlez, super évasif, mais aussi très incohérent, selon les policiers. Donc là, il y a comme j'imagine qu'ils ont un drôle de pressentiment parce qu'ils continuent à inspecter les lieux. Ils continuent à marcher dans la maison. Et là, ils finissent par descendre au sous-sol. Et là, ils remarquent qu'Alain devient un peu plus agité. Puis là, il leur demande de quitter. Ils disent, vous n'avez pas de mandat, vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais au même moment qu'Alain est en train de leur dire ça, il y a un des agents qui voit une pile de bouffe décongelée par terre. Puis là, il continue à s'avancer, puis il aperçoit 2 couvertures complètement imbibées de sang. Et là, le pauvre décide d'ouvrir le congélateur. Il n'y a pas de détails sur ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas témoigné. C'est pas public, mais c'est sûr que ça a traumatisé la vie. Là. Donc là, ils arrêtent Alain Piché, on s'entend. Piché est emmené au poste où il refuse catégoriquement de collaborer avec les enquêteurs. Il dit pas un mot. C'est de glace, il n'y a aucune émotion, super froid. À partir de ce moment-là, jusqu'au moment de sa comparution, il dira pas un mot sur ce qui s'est passé. Mais pas un mot. T'sais, le droit de garder le silence, il l'a utilisé. Il l'a utilisé en temps. Il y a même un enquêteur qui le rencontre, qui l'interroge pendant plusieurs heures. Reste de glace, super calme. Ils font même appel à un psychiatre parce qu'ils savent qu'il y a de la schizophrénie. Donc, ils font appel à un psychiatre pour les aider à comme, structurer leur interrogatoire, aider à poser les bonnes questions, tu sais. Mais rien à faire. Il y a même... la vidéo est publique de cette interview-là. Puis là, tu vois, tu sais, il dit juste « Moi, j'embarque pas dans ces affaires-là. Moi, j'embarque pas là-dedans. » Tu sais, il pose des questions... Tu sais, il pose des questions normales, genre « Qu'est-ce que vous avez fait hier? » Puis genre, moi, j'embarque pas là-dedans. That's it. Tu sais, il est super froid, il est super genre, il est détaché. C'est weird. Et puis, il est comme assez intelligent pour savoir que les policiers ils posent ces questions-là pour commencer à te faire parler. Puis après, tu commences, puis tu continues. Ah non, il est intelligent. Donc là, ça rend l'enquête un peu difficile parce que là, on n'a pas de témoin. Le suspect, il dit absolument rien. Puis les scènes de crime ont été nettoyées de fond en comble. Fait que c'est très, très difficile d'accuser, mais quand même.
Le procès de Piché, qui a alors 37 ans, est en juin 2008 au Palais de justice de Trois-Rivières. Le 4 juillet 2008, c'est là que c'est un peu frustrant, Piché est déclaré non criminellement responsable parce qu'il est prouvé qu'il était dans une période de psychose paranoïde pendant qu'il effectuait les meurtres. C'est avant le procès? Ou comme... Hein? C'était-tu avant le procès? Après le procès. Okay. En juin 2008, okay. Il y a eu un procès, puis il était 4 déclaré... juillet. OK. Ouais, je non comme criminellement. Pas écouté les dates. T'as rien écouté de ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, oui, je pense que c'est un bon verdict. Là, mais attends, c'est parce que c'est frustrant, le reste, à cause de ça. OK, vas-y. Pour information, une fois qu'une personne est déclarée NCR, donc non criminellement responsable, elle fait plus partie du système carcéral. Donc, c'est plus le tribunal qui décide pour lui. C'est de son sort. C'est la commission d'examen des troubles mentaux qui décide de qu'est-ce qu'on fait avec lui. Donc, Piché, il n'est pas incarcéré pour ces 2 meurtres, mais il est hospitalisé à l'hôpital Sainte-Thérèse de Shawinigan, qui s'appelle... Maintenant, ça s'appelle Hôpital et Centre d'hébergement en santé mentale de la Mauricie et du Centre du Québec. OK. Ça s'appelle demain. Mais je pense que les gens du coin appellent encore l'hôpital Sainte-Thérèse. Donc, il passe devant... Il est hospitalisé et après, comme un mois ou 2 plus tard, je pense, il passe devant la commission d'examen qui doit l'évaluer, faire des évaluations psychiatriques, puis décider s'il représente un danger. Après 2 mois? Ben oui. Mon Dieu, c'est rapide. Ça va vite, oui. Non, attends, excuse-moi. 1 an. 1 an. OK, bon, c'est un peu moins pire. Parce que c'est arrivé en mars 2007. Ouais. Son procès a eu lieu en juin 2008. Ouais. Le 4 juillet, c'est ça. 4 juillet, il est déclaré NCR. Ouais. Puis en août. En août, l'année d'après. 2008. Ben, la même année. La même année? Oui, 2 mois plus tard. Ben voyons. Ben, en même temps, il faut qu'ils décident qu'est-ce qu'ils font avec. OK. C'est pas un timeline qui fonctionne. Donc, il passe devant la commission d'examen qui fait des évaluations psychiatriques et voilà, ils doivent décider si c'est un risque pour le public ou pas. Donc, il lui donne la permission de faire des sorties accompagnées tant qu'il reste au centre d'hébergement, l'hôpital de Sainte-Thérèse. Ouais. Donc, appelle quelques mois plus tard, le 30 janvier 2009, tout se passe bien. Donc là, il est autorisé à faire des sorties non supervisées. Fait que là, le gars, tant qu'il revient coucher au centre... Il peut faire ce qu'il veut pendant la journée. Ben, pas à tous les jours, tout le temps, là, mais il y a des sorties autorisées sans accompagnement. OK. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez eux. Ouais. Il va à la maison. Fait que là, il y a des voisins qui le voient. Libre comme l'air. Ouais, c'est weird. Faire des allers-retours à la maison. C'est comme... Non. Pas à l'aise, non. Non. Je veux pas ce gars-là chez nous. Donc, ils craignent pour leur sécurité. Et il y a quelques voisins qui font circuler une pétition pour empêcher sa libération. Tu sais. Il y a plus de 400 personnes qui signent. Et comme la couronne s'objecte aussi à ce que ce gars-là soit en sortie non supervisée, il y a un appel de la décision qui est demandé. Okay. Donc, en 2009, la Cour d'appel casse l'autorisation de sortie d'Alain Piché. Okay. Donc, c'est déjà ça. Il ne peut plus sortir. Mais là, l'histoire finit vraiment pas là. Il y a beaucoup de controverses qui ont été soulevées dans le cas d'Alain Piché. Okay? Entre autres, en septembre 2008, donc 1 an et demi après avoir tué ses parents et 1 an après avoir été reconnu non criminellement responsable, il fait une demande parce que là, il veut toucher l'héritage de ses parents. Ils ont des biens qui valent environ 300 000 $. OK? Là, les familles des victimes les Piché et tout, ils déposent une requête en cour civile pour l'empêcher de toucher cet héritage-là. Et l'affaire se rend en cour supérieure. Et heureusement, selon le Code civil, il y a un individu qui a tué une personne ne peut en hériter. Ah! Moi, je me demandais s'il y avait une loi là-dessus. C'est une bonne affaire. Bonne affaire. Ouais. Ça finit pas là. Le 19 mars 2009, Piché, il met le feu à un panier à linge dans une salle de bain de l'aile médico-légale de l'hôpital où il reste. Et là, il y a une évacuation. Thank God, aucun blessé. Et là, il est arrêté 24 heures plus tard, puis il est accusé d'incendie criminel. À son procès, il se défend tout seul, reconnu coupable. Le 11 septembre 2009, le tribunal ordonne finalement la détention stricte
de Piché à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Mhm. Et là, le maître Bouvette, le procureur de la Couronne, qui est là dans le cas de Piché depuis le début, il dit, on l'entend dans l'exercice proche aussi, il dit, le gars, il a allumé un incendie pendant qu'il était dans un milieu contrôlé. Il a réussi à trouver un briquet, du papier. Il a réussi à se trouver tout seul dans une salle puis à allumer un feu. Dans un endroit 100% contrôlé, 100% surveillé. Imagine si le gars, il est libre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il n'est pas prêt à être libre, non. Christy de bon point, si tu veux mon avis. Donc là, le bout un peu frustrant, en février 2010, la Cour d'appel du Québec annule la décision de la Cour supérieure qui disait que Piché ne pouvait pas hériter de ses parents. Hein? Ah, ouais. Je te lis un extrait du Journal de Montréal. Tu as dit « Les 3 juges de la Cour d'appel estiment qu'Alain Piché ne peut être tenu responsable du préjudice causé à ses parents parce que ses gestes sont le résultat d'un délire d'une telle ampleur qu'il a privé leur auteur de tout discernement, le rendant incapable de distinguer le bien du mal. Donc, à cause de ça, parce qu'il n'était pas tout là quand il tuait ses parents, il a le droit d'hériter de ses parents. Ah oui. Ah, la famille devait être en crise. C'est capoté. Ouais. Donc, qu'est-ce qui hérite? Des biens et la maison. La maison, oui. Sur la rue Milo. Oui. Qu'il met en vente en 2011. Et là... Heureusement pour ses voisins. C'est une madame dans le podcast... Merde, ça s'appelle... Résidence maudite, qui est un podcast que j'ai découvert, qui est vraiment intéressant si jamais... c'est un ancien policier qui est devenu courtier immobilier. Hein? Puis il parle des maisons où il y a eu des drames. OK. C'est quand même cool. Ouais. Ça rejoint mes 2 passions dans la vie. L'immobilier Moi et mon chat. Et le crime. Et fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, il a interviewé Madame Parent qui a acheté la maison. Donc, elle a été en vente. Lui, il en a hérité en 2010, officiellement. Il a mis en vente en 2011 et la madame a dit qu'elle avait vu en vente la maison puis elle a fait une offre dans les heures qui suivaient la mise en marché de la maison. Genre, elle la voulait. Mais elle savait ce qui s'était passé dedans. Elle était très au courant. Donc là, le prix demandé par Piché était de 119 200 $ puis elle a été vendue pour 108 000 à Madame Parent en 2011. Et j'ai vu la déclaration du vendeur. Parce qu'il faut que tu le déclares. Ben oui. C'est juste écrit, le numéro de l'article, c'est genre 10.4, je pense. C'est juste écrit homicide au pluriel, point. That's it. La déclaration du vendeur, c'est ça. Homicide, point. Il y a genre plein de lignes. C'est juste écrit 10. Je pense 10.4 ou 10.9, whatever. Homicide S, point. C'est à... C'est des frissons. J'ai vu ça, j'ai eu des frissons. C'est capoté. Et Madame Parent a dit dans le podcast avoir vécu 2 ans dans la maison sans faire de réno, puis qu'elle pouvait voir les coups de hache dans la salle de bain. Non. Sur le bain. Ben non. Puis tu vois les photos de la maison quand elle a été mise en vente, il y a des photos de la salle de bain, c'était genre un bain bleu pâle, tu sais, qui matchait à la toilette, était bleu pâle aussi. Un bain douche. Évidemment, tu vois pas les coups de hache, mais tu sais, ça m'a donné des frissons quand j'ai vu la photo. Oh, mon Dieu. Et dans les photos du listing sur Internet, il n'y a pas de photo du sous-sol. Il y a une photo d'une chambre que je crois se trouve au sous-sol parce qu'il y a une fenêtre en haut du mur. Tu vois que c'est comme dans un sous-sol, mais il n'y a pas de photo du sous-sol. Est-ce que j'habiterais pas là? Ben, Madame Parent, lui, ça ne lui dérange pas. Tant mieux pour elle. Moi, je serais pas capable. Moi non plus. Écoute, surtout que ça vient juste de se passer. C'est arrivé en 2007. C'est ça. Elle l'a acheté en 2011. Tu me dis c'est une histoire de 1930, OK, peut-être, là. Mais là, non. Non, c'est ça. Donc, elle dit avoir rénové la salle de bain depuis. Bonne affaire. Là, il y a plein d'autres affaires qui se passent dans son cas-là. Je vais vous le résumer un peu, mais l'année d'après, il a droit encore à des sorties sans accompagnement. Et là, cette décision-là est portée en appel par le DPCP parce que ça n'a pas de bon sens. En 2013, la Cour d'appel du Québec, elle lui impose un peu plus de conditions parce qu'on veut protéger le public aussi. Au mois d'août 2013, il quitte Pinel puis il s'en va habiter dans une maison
de 8 personnes et moins, où il se fait des amis, puis il va au cinéma, il joue au hockey, puis au tennis. OK. Genre, le gars, il vit une vie très normale. Mm-hmm. Il est quand même suivi par des psychiatres de Pinel, et souvent aussi, mais quand même lousse, le gars. Et finalement, dernière pièce d'information, le cas d'Alain Piché a été mentionné de nombreuses fois dans l'établissement du projet de loi C-54 sur la réforme de la non-responsabilité criminelle. C'est un projet de loi qui a été adopté le 11 février 2014 qui visait à mettre l'accent plus sur la sécurité du public quand une personne est déclarée NCR. Donc, en gros, là, je vous épargne tout le truc, là, mais on met comme la sécurité du public au centre des décisions quand vient le temps de penser aux conditions sous lesquelles sont placées les personnes NCR. Parce que sinon, une personne peut commettre un crime super violent, être déclarée NCR, pas recevoir de peine fixe comme un meurtrier qui aurait été reconnu coupable, puis éventuellement obtenir des sorties ou une libération conditionnelle. Ouais. Ça n'a aucun assez sens. rapidement, Donc, ce que la loi C-54 change, c'est l'ajout de la notion d'accusé à haut risque. Donc, c'est une détention plus stricte dans un hôpital psychiatrique, moins de sorties non supervisées, une révision moins fréquente par la commission, pas à toutes les années, et une priorité donnée à la sécurité du public. OK. Donc, quand même, une bonne affaire. Puis chez lui, ça n'a pas changé grand-chose, cette loi-là, dans son cas. Il n'a pas été désigné accusé à haut risque après l'entrée en vigueur de cette loi-là. Son dossier continue d'être évalué selon le régime habituel des personnes NCR, avec des révisions régulières par la commission. Donc, on n'a pas de nouvelles de lui. OK. Depuis pas 2013. Bonne nouvelle. C'est ça, genre. Et pour info, il y a 4 dossiers qui ont servi d'exemple pour justifier l'introduction de la catégorie d'accusé à haut risque dans le projet de loi. Alain Piché en 2007, Vince Lee en 2008. Oh, okay. Il y en a un que je connaissais pas, Alan Schoenborn en 2008. Je connais pas non plus. Ça va sûrement le faire. Et Guy Turcotte en 2009. Mm-hmm. Donc voilà, ces 4 fous qui ont réussi à introduire la notion de accusé à haut risque. Ouais. Quand tes parents à la hache, même si tu es non criminellement responsable, tu es quand même un individu dangereux. Extrêmement. Tu sais, le gars, je veux dire, il retourne chez eux, il vend sa maison, il vient de faire 100 000 $ dans ses poches. Ça va pas dans un autre hypothèque. Là. C'est dans ses poches. Il vient de faire 100 000 $ parce qu'il a tué ses parents, le gars. Là. Ouais. Plus tout le reste. C'est ridicule. Puis là, il est quasiment libre comme l'air. Là. Il joue au hockey, puis ben heureux. Je sais pas, il est où. Je souhaite... Il est suivi à Pinel. Ouais, c'est ça. Je souhaite que son suivi soit serré encore aujourd'hui. C'est toujours le débat de les personnes sont libres, mais qui va checker? C'est ça que les voisins ils disaient. Qui check, qui prend sa médication, tu sais? Ouais, personne. C'est ça. Lui, il décide qu'il skip pendant une semaine. Là. Vince Lee, c'est la même affaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des gens. Ça me fait capoter. Ouais. Voilà. Fait que je vous ai nommé mes sources, mais quand même, c'était un tueur si proche. C'est la saison 7, épisode 5, qui s'appelle Représentation meurtrière. Radio-Can, Journal de Montréal, le TVA Nouvelle, ils ont beaucoup reporté là-dessus. Radio-Can, encore une fois, et le balado Résidence Maudite que je vous recommande, qui était vraiment le fun à écouter. Il dit des choses vraiment pertinentes, je trouve. Et je vais vous relire le commentaire de Marie-Hélène qui nous a écrit. Elle avait ajouté « Mon père était venu nous récupérer à l'école en 2007. On revenait d'un voyage étudiant en Californie. Ben relax, on passe devant la maison sur la rue Milo, puis il dit « Hey, il y a un gars qui a tué ses parents puis qui les a mis dans son congélateur pendant que vous étiez partis. » Elle dit « OK. » OK, papa. C'est capoté. C'était ça son potin. Son potin. Je peux pas le lire en premier parce que ça dit toute l'histoire, mais bon. Ben, de toute façon, les gens du coin, sûrement que vous l'avez déjà entendu parler dans les pichets. C'est sûr, à Trois-Rivières, tout le monde entend ça. Un bon fou. Aïe, méchante histoire. Ouais. Le débat sur la prise des médicaments, là, c'est quelque chose qui ça fait plusieurs fois qu'on parle. Puis ça me... C'est tellement... Mais c'est touché, c'est ça. C'est vraiment touché. L'équilibre entre les droits d'une personne puis la sécurité du reste. C'est vraiment... La limite est mince, mais en même temps... Faudrait que ça veut dire que quelqu'un
se pointe à un certain endroit à tous les jours puis qui prouve qu'il a pris sa médication ou genre que quelqu'un se promène de maison en maison puis qui s'assure que... Ou tu sais, si c'est, mettons, une prise de médication, tu sais, des fois, c'est par injection. Ouais. Tu sais, c'est genre une fois par mois à l'hôpital, c'est par injection. Fait que là, tu sais, c'est comme plus surveillé. Mais en même temps, un bonus qu'on avait fait d'une fille qui a survécu, mais qui nous a raconté son histoire, l'histoire de Claude. Oh oui. Qu'elle a failli se faire tuer. Oui. Mais le gars, il était schizophrène, puis il recevait son injection une fois par mois à l'hôpital. Puis la journée où il a failli la tuer, il était dû pour son injection. Ouais. Ça faisait 1 mois, tu sais. Oh my God. Fait que même avec ça, c'est pas safe, tu sais. Je sais pas, j'ai pas la réponse, là, non, mais non, c'est vraiment comme une... En tout cas, je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là. 100%. Ça fait plusieurs cas. Clairement, le système n'est pas parfait en ce moment, tu sais. Fait que... Pourquoi ça arrive encore, ces choses-là? C'est ça. Ça fait pas longtemps, là? 2007, ça fait 20 ans. 2007, encore, dans ma tête à moi, vu que c'était dans les années 2000, c'était hier. Oui, c'est ça, c'était hier, ouais. Dans ma tête, ça fait genre 5 ans. Mais non, on finissait le secondaire en 2007. Oh my God. Cours 2007 de Rochebleu. Oh yeah! OK, bon. OK. Voilà. Merci. Merci d'avoir écouté nos idéologies sur les débats de notre système de santé. Vos pensées là-dessus, ouais. Et vous nous direz si vous êtes une police, c'est quand que vous avez le droit de rentrer. Oui. Je demandais à ChatGPT, mais j'aimerais ça savoir d'une vraie personne. Ça serait, ça m'intrigue. Cool à connaître. Et sinon, venez nous voir au Salon du Livre de Trois-Rivières en fin de semaine qui arrive. Parce que là, ça sort le 23 mars. Oui. Sinon, on va être à Québec le 11, 10, 11 dans ce coin-là. Ouais. Après Pâques. Ouais. OK, passez une belle semaine, tout le monde. Bye! À la semaine prochaine! Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku! Bye!